La drépanocytose, l'une des maladies génétiques la plus répandue en Afrique subsaharienne et dans le reste du monde, elle est responsable de plus de 40 000 décès dans le monde par année et surtout elle reste méconnue par la plupart des personnes. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, dans votre émission Dr Dimatou, nous allons aborder ce sujet si crucial, la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les conséquences et quelles sont les avancées sur la prise en charge? Tout à l'heure, nous aborderons ces questions avec deux invités que vous allez découvrir. Je suis le docteur Jumes Ngoma, médecin clinicien, médecin conseil des compagnies d'assurance. Sur ce plateau, nous avons deux invités. Nous avons le docteur Onzoto Ibata, qui est hématologue, chef de service d'hématologie à l'hôpital Adolphe Cissé, et elle est coordonnatrice de la campagne de drépanocytose Parlons-en. Bonjour docteur. Bonjour. Et nous avons le docteur Larène Babomi, épouse de Fatemo, qui est résidente en pédiatrie. Bonjour docteur. Bonjour. D'accord. Les chiffres avant de commencer, 66% dans 120 millions des personnes vivant avec la drépanocytose se trouvent en Afrique et au moins 2 bébés qui naissent dans le monde, il y a au moins 2 qui sont atteints. Et en Afrique, le pays le plus touché par la drépanocytose, c'est le Nigeria et la RDC vient en deuxième position. Le docteur Onzoto, comment peut-on définir la drépanocytose? Alors, merci, docteur Ngoma. La drépanocytose, il faut retenir sa définition avec 3 à 4 mots clés. Tout d'abord, c'est une maladie du sang, donc qui touche le globule rouge. Ça, c'est le premier mot clé. Ensuite, c'est une maladie qui est génétique. Vous l'avez dit dans votre introduction. Génétique, ça veut dire qu'elle survient du fait d'une mutation au niveau d'un chromosome donné. Et le troisième mot, c'est une maladie qui est héréditaire. Et nous, généralement, on met l'accent sur ce mot héréditaire. C'est-à-dire que cette maladie est transmise à l'enfant dès la conception. C'est pas une maladie qui est acquise lors de la naissance ou bien lorsque l'enfant grandit. Et donc, cette maladie a des complications et des conséquences. Et l'une des conséquences de cette mutation-là, c'est qu'on va avoir la fabrication d'une hémoglobine anormale qui est donc appelée une hémoglobine S. Donc, en résumé, ce sont ces 4 mots-clés-là. Une maladie du sang, une maladie génétique, une maladie héréditaire et l'existence d'une hémoglobine anormale qui est donc l'hémoglobine S. D'accord, merci. C'est la même définition au niveau de l'enfant, le docteur Babomi. Merci, docteur Ngoma, pour la parole. Je ne change en rien ces définitions. Ces définitions s'appliquent également chez l'enfant. Merci. D'accord. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 66% dans 120 millions de personnes vivant avec la drépanocytose se trouvent en Afrique. Comment peut-on expliquer que le continent africain soit le plus touché? Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans ma définition, c'est que c'est une maladie génétique. Et généralement, toute mutation génétique, lorsqu'on rentre dans son historique, c'est assez difficile de savoir de quoi est due la mutation. Cependant, il est décrit que donc cette mutation est née sur le continent noir et aujourd'hui, avec l'exode rural, avec l'immigration, avec l'esclavage qu'il y a eu, on retrouve également des cas dans les continents américains ou européens, mais cette mutation a pris donc naissance au niveau de l'Afrique. Pourquoi on ne saurait le dire, mais aujourd'hui nous avons des cas avec tout le métissage qui existe, des cas occidentaux de patients drépanocytaires. Merci. On vient de dire que c'est une maladie génétique ou bien une maladie héréditaire. Cela signifie que avant de pouvoir se marier, moi je crois que c'est quand même important de pouvoir faire le dépistage concernant cette maladie. Est-ce que le dépistage avant le mariage est-il nécessaire, docteur Babomi? Oui, on dira que, merci pour la parole déjà, le dépistage n'est pas seulement nécessaire pour le mariage. Le dépistage est nécessaire avant l'engagement. Dès qu'on est prêt d'être en couple, on se dit, bon, monsieur, madame veut être en couple, amicalement déjà, il faudrait connaître chacun l'électrophorèse, donc le statut électrophorétique de son conjoint, pour pouvoir éviter de faire des enfants drépanocytaires. Et non seulement ça, ça revient au personnel de faire une éducation, une sensibilisation à travers les médias, à travers les églises, qu'il existe bel et bien une maladie drépanocytaire pour éviter de célébrer certains mariages que l'on regrette plus tard. Donc, essentiellement, donc c'est important de faire le dépistage avant
Mais nous avons quand même des couples qui s'entêtent, malgré que le résultat de l'électrophorèse peut être en défaveur. Il y a des couples qui s'entêtent. Que pouvez-vous dire devant ce genre de cas? Pour dire que les gens s'entêtent, non. C'est le déni de la maladie. Ok? C'est d'abord comment ils perçoivent la maladie, comment l'annonce de la maladie a été faite, parce que les gens généralement confondent. Ils se disent, voilà, je suis O positif par exemple, je suis A positif ou encore O négatif. Du coup, ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas le groupage sanguin qui fait la maladie, c'est l'électrophorèse qui est un examen qui nous permet de mettre en évidence en fait cette maladie. Et dès lors qu'on a les résultats, il suffit d'abord d'aborder le volet psychologique de la personne pour l'expliquer comment on arrive à cette maladie. Et après, je crois que les gens peuvent accepter facilement. Merci, vous venez Si je peux ajouter quelque chose par rapport au cancer génétique. Au fait, le cancer génétique fait la base de la pathologie qui est la drépanocytose. Aujourd'hui, le seul moyen de lutter contre cette maladie, c'est la prévention. C'est le seul moyen. Et donc, en termes de cancer génétique, il n'est pas indiqué au personnel de santé d'interdire un mariage. Plutôt, l'important, c'est de faire voir les conséquences de cette maladie. Qu'est-ce que la drépanocytose? Qu'est-ce que sera un enfant drépanocytaire? Que coûtera un enfant drépanocytaire? Tant sur le plan psychologique, qu'on oublie beaucoup, que sur le plan physique et surtout sur le plan financier. C'est ça le cancer génétique. Et aujourd'hui, la problématique que nous avons, la plus importante, c'est que le parent d'un enfant drépanocytaire, lui, il est partiel. Donc, il ne fait pas la maladie. Donc, quand il fait son électrophorèse parce qu'il veut se marier dans le cadre d'un bilan prénuptial ou d'un bilan systématique, sous d'autres cieux, aujourd'hui, la recherche des pathologies génétiques devient obligatoire. Donc, même pour une dame qui veut juste avoir des enfants, on va lui faire l'électrophorèse. Et même si elle est déjà enceinte, on va faire ces tests génétiques-là. Et donc, il est important de dire que, déjà, c'est de la probabilité. Rien ne dit que l'enfant que vous aurez sera drépanocytaire. Mais si cet enfant est drépanocytaire, quelles sont les conséquences? Et c'est ça, le grand problème ou le grand combat que nous avons. Les conséquences. Réussir à faire accepter à quelqu'un qui, lui, n'est pas malade, on griffe, mais qu'il aura un enfant malade. Et c'est là où le docteur Baboun parle de déni. Parce que quand quelqu'un n'est pas malade, que vous lui dites que l'enfant qu'il fera dans 2 ans, 3 ans sera malade, il ne le comprend pas. Et donc, notre second rôle, lorsque ces parents-là, ce couple-là, veut se marier, fait ce choix, c'est tout simplement de les accompagner et de surtout pas les juger. Donc, voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et tout à l'heure, vous venez de parler du groupe sanguin. Vous avez parlé également de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais nous constatons avec nos populations, surtout dans notre partie courante, dans les hôpitaux, les gens confondent entre le groupe sanguin et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Quelle est la différence entre ces deux examens et quel est l'examen qui fait le diagnostic de la drépanocytose? D'accord. Alors, au fait, pourquoi c'est cette confusion? Tout simplement, dans la définition, on l'a dit, c'est une maladie du sang. Donc, pour tout Congolais lambda, pour une personne qui n'est pas une personne de santé, tout ce qui concerne le sang comme identité du sang, c'est le groupe sanguin. Lorsqu'on parle de ton sang, en termes d'identité, pour eux, ils disent que l'identité de mon sang, c'est mon groupe sanguin. Donc, lorsqu'on parle d'une maladie qui identifie aussi ton sang, puisque dans la drépanocytose, on va dire que moi, je suis SS, donc total, et moi, je suis AS, donc c'est une identité qu'on donne à ce sang-là. Les gens font donc cet amalgame-là du groupe sanguin. Et surtout, dans la drépanocytose, la maladie les termes qui sont caractéristiques de cette maladie, ce sont des lettres. Donc, on va dire AS, on va dire SS. Dans le groupe sanguin, on va dire aussi A positif, B positif, O positif. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas sachant, quand on va lui dire qu'il est AS, il retient le A, comme dans le groupe sanguin. Ben, c'est deux choses différentes. Alors, si on prend le globule rouge lui-même, où se trouvent ces deux gènes, le groupe sanguin se situe au niveau de la membrane du globule rouge. Donc, l'identité du groupe sanguin, si on doit prendre un exemple simple, c'est comme ma civilité. Quel est mon nom? Je suis le docteur Onjoto. Quel est mon groupe sanguin? Je suis O positif. Alors que la drépanocytose, le problème se trouve au niveau donc, du noyau, du globule rouge. Donc là, si je prends toujours mon exemple,
Je suis de quel sexe? Je suis de sexe féminin. Je suis de quel sexe? Je suis de sexe masculin. Ça veut dire que les gens doivent comprendre que pour le même globule rouge, on aura et l'identité du groupe sanguin, donc je serai A positif, et l'identité du noyau qui sera donc je suis AS, je suis AA ou je suis SS. Donc c'est un problème de membrane et du noyau. Voilà, de membrane. Mais comme les appellations semblent être les mêmes, AS, SS, la population s'embrouille un peu. Et malheureusement pour nous aussi, il y a certains même personnels de santé qui peuvent s'embrouiller dans ce type d'appellation. Mais sinon, ça a deux choses différentes. Il faut juste retenir de manière simple que le groupe sanguin peut être mon nom de famille et alors mon électrophorèse ou même ma formule électrophorétique sera donc mon sexe. Voilà, mais c'est la même personne qui a les deux identités. Merci. Nous avons parlé du diagnostic. Bon, nous allons parler un peu plus devant, nous allons parler du diagnostic, mais la question que moi je veux savoir, à quel âge peut-on diagnostiquer la drépanocytose? Est-ce que cela peut se faire avant la naissance ou bien il y a un âge donné? Ok, merci. En fait, le dépistage peut se faire à tout âge. Ok, à la naissance, on peut faire le dépistage. On va dire que dans notre contexte, dans notre pays, nous ne sommes pas encore développés sur le plan technique. Le plateau technique n'est pas encore assez évolué pour mettre en exergue le dépistage. Mais il faut savoir que les autres, il n'y a pas que la drépanocytose. Donc, généralement, lorsque l'enfant naît, au 3e jour de vie, il y a un test qui se fait. Ça s'appelle le test de Guthrie. Donc, c'est un dépistage qui se fait... au niveau du Congo ou bien... Non, c'est dans le monde, en fait, dans le monde. Malgré qu'on n'a pas peut-être pu faire le dépistage avant la naissance. Est-ce que c'est possible de le Avant faire? la naissance, c'est l'électrophorèse des parents. Les parents connaissent déjà leur statut. Ils savent, comme a dit le docteur Onzoto, ils sont AA ou encore la mère sait que je suis AS. Ou encore les parents s'ignorent en fait, ils ignorent leur statut électrophorétique. Ils ne savent pas qu'ils sont ni AS, ni AA, ni SS. Mais lorsque l'enfant naît, au 3e jour, il est recommandé de faire un test. Donc, ça s'appelle le test de Guthrie. Et ce test consiste à faire un petit prélèvement. Donc, au niveau du talon, on pique l'enfant et il y a un papier sur lequel on dépose ce sang-là. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est pour dépister, en fait, toutes les maladies génétiques. Donc, on a parlé des maladies génétiques, donc pas seulement la drépanocytose, toutes les maladies génétiques, y compris la drépanocytose dont nous parlons aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les autres sont plus avancés. Donc, si nous avons un plateau technique avancé, évolué comme les autres, nous pouvons, dès la naissance, au 3e jour, faire ce test avant la sortie du nouveau-né ou encore avant la sortie, on va dire nouveau-né, avant la sortie du nouveau-né de l'hôpital. Les parents peuvent déjà savoir que notre enfant est AA, notre enfant est AS, notre enfant est SS. D'où l'importance d'être équipé de ce test de Guthrie-là. Donc, pour dire que le dépistage se fait à tout âge. Et pour compléter, par rapport à ce que le docteur Babomi disait, alors dans les jours à venir, sinon dans les semaines à venir, nous avons lancé un dépistage néonatal. Donc le test de Guthrie d'un repas, c'est le dépistage néonatal de la drépanocytose et qui sera peut-être fait, pour l'instant il y aura des centres de santé cibles, ça ne sera pas encore généralisé. Nous allons donc lancer ce dépistage néonatal sur un certain type de population et si les institutions nous accompagnent, ben ça sera maintenant généralisé. Mais en dehors du dépistage néonatal, qui est entre griffes le dépistage précoce de l'enfant qui est né, il existe également des dépistages anténataux. Ceux-là ne se font pas au Congo et il faudrait noter que ces dépistages néonataux ont quand même des risques de fausse couche. Donc il faudrait, comme je le dis toujours, l'idéal c'est de montrer les conséquences aux parents. Et dans certains cas de pathologie génétique, lorsque il est prouvé que cette pathologie génétique-là peut avoir un impact sur la vie, à ce moment-là, on peut parler d'ITG, donc d'interruption thérapeutique de grossesse. Ce qui, pour l'instant, n'est pas encore le cas de la drépanocytose, parce que je tiens à le souligner, la drépanocytose n'est pas une maladie létale. Donc, c'est pas parce que nous sommes drépanocytaires que nous allons mourir aussitôt. Donc, il n'y a pas d'interruption thérapeutique de grossesse pour un enfant qui est diagnostiqué drépanocytaire dans sa vie anténatale. Et ça, c'est important parce que certains parents, au fait, demandent le diagnostic anténatal, c'est pour ça. Pour se dire, ben, si on sait que l'enfant est drépanocytaire, donc ça veut dire qu'on peut arrêter la grossesse. Non. Et à ce niveau, si la demande vient des parents, on fait quoi, non? S'ils décident d'arrêter... Donc ça devient une IVG, ce n'est plus une ITG.
ce qui est illégal. Interruption volontaire de grossesse. Ce qui est illégal. Donc, la drépanocytose n'étant pas une pathologie létale, n'étant pas une pathologie incompatible à la vie, comme les autres pathologies du nouveau-né, donc il n'y a pas de raison. Donc, en termes de diagnostic, c'est ça. On a le diagnostic anténatal, on a le diagnostic néonatal, on en a parlé. Nous, on va lancer ça dans les semaines à la vie. Et puis, on a tout simplement l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et celle qu'on parle ne va concerner que Pointe-Noire? Pour l'instant, Pointe-Noire. Pointe-Noire seulement? Pour l'instant, Pointe-Noire. D'accord, merci. Docteur Baboumi, quelles sont les manifestations de la drépanocytose? Comment peut-on reconnaître que cet enfant est atteint de la drépanocytose? Ok, merci. Donc, les enfants, ok, à un moment donné, nous avons parlé tout à l'heure de l'électrophorèse, ok, de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, il faut savoir que dans le tracé de l'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a l'hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine F. Pour les sachants, ils savent que c'est l'hémoglobine fœtale. Il faut savoir que cette hémoglobine fœtale protège l'enfant, ok, avant l'âge de 3 mois. Donc, du coup, avant l'âge de 3 mois, c'est asymptomatique. Il n'y a pas de signe pour dire que voici ça, ce sont des signes de la drépanocytose parce que avant 3 mois, cette hémoglobine F-là protège l'enfant de l'hémoglobine qui est falciformée. Après l'âge de 3 mois, c'est là qu'apparaissent des signes. Mais qu'est-ce que les parents vont constater généralement avant qu'ils n'emmènent les enfants à l'hôpital? Lors d'une petite fièvre, les yeux de l'enfant deviennent un peu jaunes. Ok? Il peut arriver qu'à la maison, l'enfant se plaint de temps à autre, mais maman, j'ai mal j'ai mal au niveau des os. C'est pas les articulations, ok? Mais c'est généralement au niveau des os. Maman, j'ai mal. Et ça arrive de façon récurrente. Et maman, j'ai mal au ventre. Ok, ça me fait un peu mal au ventre. Ça, c'est à la maison. Maintenant, lorsque l'enfant vient en consultation, le médecin va constater que l'enfant a une pâleur, ok. L'enfant a un petit jaunisse au niveau de son œil, ok. Et l'enfant a, les parents disent, d'autant ils partent même chez les thérapeutes pour faire les scarifications parce que l'enfant a une augmentation du volume de la rate. Et au cours, donc après 3 mois, on va dire qu'on découvre cela par un subictère, une pâleur qui est modérée et une augmentation du volume de la rate qu'on appelle médicalement une splénomégalie. Mais ça, l'enfant vient en consultation 2 fois pour une toux, pour un rhume ou pour une fièvre, le médecin touche et il commence à se dire mais ça n'arrive pas à tout le monde. Mais le plus souvent, comme les parents sont ignorants, ils arrivent avec les enfants en stade de complication. Ça peut être un enfant qui pleure beaucoup. Les parents ne font pas attention, mais l'enfant est en train de pleurer. Mais après, lorsque le médecin examine, se rend compte que le dos de la main de l'enfant et le dos du pied de l'enfant est un peu augmenté de volume. Et c'est ce qu'on appelle par un syndrome main-pied. Ok, ça c'est pour les sachants, mais pour les parents, c'est un gonflement en fait du dos de la main et du dos du pied. Il peut arriver qu'on découvre toujours dans le contexte de la douleur, ok, l'enfant se plaint des douleurs au niveau de ses os. Et généralement, ce sont les os longs. Ça peut être au niveau de l'os du bras ici, ok. Ça peut être au niveau de l'os de la cuisse ici, l'enfant est en train de se plaindre. Au niveau du sternum ici, l'enfant se plaint. Au niveau du dos, l'enfant se plaint. Les orteils également? Bon, rarement les orteils. Rarement les orteils parce qu'on parle des os longs, donc les orteils ne font pas partie des os longs. Ok, il peut arriver que l'enfant se plaigne, maman j'ai mal au niveau des reins, donc au niveau du bassin généralement. Et les manifestations cliniques, pour résumer, on peut les découvrir, comme on l'a dit tout à l'heure, avant l'âge de 3 mois, c'est asymptomatique, il n'y a pas de signe. C'est après 3 mois où on le découvre en phase intercritique, ça veut dire que l'enfant vient en consultation juste pour une petite fièvre, ok, ou encore pour un examen systématique, le médecin se rend compte qu'il y a une pâleur, il y a une splénomégalie, donc une augmentation du volume de la rate, et il y a un subictère. Maintenant, ils peuvent arriver également au stade de complication. Ok, mais ils sont classés en 2 ordres, mais généralement, ces enfants viennent au stade de complication. Les complications les plus immédiates, les enfants viennent, c'est soit cette pâleur-là qui se complique, ok, qui se prolonge, on va dire, et l'enfant, il était un peu pâle, devient plus pâle que ça, donc on appelle une anémie. Donc du coup, ce sont des crises anémiques que nous appelons. Et généralement, l'enfant peut venir pour ces douleurs, donc on va dire que c'est une douleur, des crises vaso-occlusives.
Ok, ces crises vaso-occlusives là peuvent être des crises douloureuses au niveau des olons, donc au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, au niveau des cuisses, ok, ou encore des crises vaso-occlusives au niveau abdominal. L'enfant peut arriver, il se plaint des céphalées. Il se plaint des céphalées et quand le médecin examine, il sait qu'il y a des complications qui peuvent arriver, ok, notamment l'AVC également. Du coup, le médecin se dit, cet enfant manifeste des signes, ok, en fait, des signes qui peuvent nous permettre de diagnostiquer ou encore les manifestations cliniques de la drépanocytose. Donc, vous avez parlé d'un AVC, de l'AVC, mais aujourd'hui, la population a l'idée que l'AVC est une maladie qui ne concerne que les adultes. Et là, vous venez d'aborder une complication qui est souvent fréquente chez les enfants drépanocytaires. Donc, ça veut dire que l'AVC peut concerner également les enfants. Bien sûr, le docteur Onzoto tout à l'heure a dit qu'il s'agissait d'une falsiformation. Donc, on va rester sur l'exemple terre à terre. Vous voyez le tuyau, ok? L'hémoglobine qui doit passer normalement, c'est tout rond comme ça, ok? Permettre l'oxygénation vers les tissus. Donc, du coup, cette hémoglobine-là est ronde. Donc, de telle sorte que c'est fait que ça passe normalement. Mais l'hémoglobine falsiformée d'un enfant drépanocytaire, c'est en forme de haricot. Donc, c'est tordu. Déformé. Du coup, déformé. Et lorsque ça doit passer dans le tuyau normal, mais ça s'agglutine en fait, ça s'entache. Ça s'entache tellement, du coup, l'oxygène ne pouvant plus passer normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des zones d'ischémie, il y aura des zones où l'oxygène ne passe plus, il y a des zones où ça se bloque maintenant. Ça va mourir. Et du coup, à ce niveau-là, ça ne fonctionne plus. Je vais prendre l'exemple, je prends l'élastique comme nos enfants aiment jouer. Quand on met l'élastique au niveau du bras, qu'est-ce qui se passe? Le sang ne circule plus. Il y a une partie du corps qui sera, on va dire, inerte, qui sera une partie morte en fait. Ok? Et du coup, comme l'oxygène ne passe pas, qu'est-ce qui va se passer? Cette zone morte-là, le sang va faire quoi? Le sang va se coaguler. Ok? Et du coup, ça va créer une thrombose. Et c'est cette thrombose-là, ok, qui va faire à ce que ça bouche le caillot. Quand ça bouche le caillot, du coup, d'où la responsabilité, d'où la conséquence serait l'AVC. Cet AVC-là également. Et là encore, on y revient toujours sur l'éducation thérapeutique dont je parlais tout à l'heure quand on parlait du dépistage. Donc, quand on a face à nous des parents où on diagnostique nouvellement leur enfant drépanocytaire, il est important de mettre du temps là-dessus. Pourquoi? Parce que si on n'explique pas correctement la physiopathologie, c'est-à-dire les complications de cette maladie, le parent, lui, il va comprendre que son enfant, il est drépanocytaire. Mais lui, il va retenir que mon enfant est drépanocytaire, donc il peut avoir mal aux os. Mon enfant est drépanocytaire, donc il va perdre du sang. Mon enfant est drépanocytaire, donc il aura l'ictère, donc les yeux jaunes. Il n'a pas compris que les douleurs osseuses là, ce sont des complications qui sont dues au fait que les vaisseaux sont bouchés. Et donc, tous les vaisseaux de ton corps, s'agissant du cerveau, du rein et tout, peuvent être bouchés, ils peuvent avoir des complications. Donc, ça veut dire que cet enfant qui est drépanocytaire, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui fait un AVC, le parent qui n'a pas compris la drépanocytose, ne fait pas de lien. Il crie au sorcier. Qu'on emmène à l'église. J'ai un enfant de 7 ans qui fait un AVC. C'est la sorcellerie parce que jusqu'à aujourd'hui, pour tout le monde, l'AVC, c'est la maladie du sujet âgé. Donc, il comprend pas. Et dernièrement, avec le service de neurologie de l'hôpital de Loandjili, lors de la journée, je pense, de l'AVC, il y a un médecin qui avait présenté que 80% des patients jeunes qui avaient présenté des AVC étaient tous drépanocytaires. Donc, on peut se le dire aujourd'hui que l'AVC est la première cause, la drépanocytose est la première cause de l'AVC. Mais quand le parent ne comprend pas, il va vers la sorcellerie. Et quand il revient, nous, on a des cas comme ça, l'enfant revient, il est complètement paralysé, il n'y a plus rien à faire et tout. Et quand tu lui dis, mais l'enfant, il est drépanocytaire, pourquoi tu l'as pas emmené?
Mais il te dit, oui, mais docteur, mais ça n'a rien à voir avec la drépanocytose. Ok. Donc, d'où l'importance et l'intérêt, c'est d'ailleurs notre combat, d'insister sur l'éducation thérapeutique, de parler. La drépanocytose, le traitement, c'est d'abord parler. Parler, S'asseoir, prendre son temps. sensibiliser. Ne pas être, la consultation d'un parent d'enfant drépanocytaire ne peut pas se faire comme la consultation d'un parent, par exemple, qui a autre chose. Parce que, je le répète encore, ce parent-là n'est pas malade. Donc, il va pas comprendre pourquoi son enfant est malade et que vous dites que c'est lui qui donne. Donc, c'est important là-dessus d'insister sur les complications, que ce n'est pas que les douleurs osseuses, ce n'est pas que l'anémie. Nous, par exemple, nous, en tant qu'hématologues, généralement, on a tendance à prendre des personnes après l'adolescence, parce que avant l'adolescence, c'est les pédiatres qui s'en occupent. Mais nous, dans notre pratique, lorsqu'on tombe sur un enfant qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, je le prépare déjà à l'adolescence, c'est-à-dire qu'à l'arrivée des règles. Pour les jeunes garçons, au préapisme qui peut intervenir et tout. Donc, il faut pas attendre que l'enfant ait 18 ans, 19 ans pour commencer à parler de certaines choses. Sinon, on va tomber sur des cas comme ça, où la fille, elle aura jusqu'à 22 ans, elle ne voit pas ses règles, mais elle n'est jamais venue te dire au médecin que, au fait, moi, je vois pas mes règles. Parce que tu ne lui as pas expliqué que ça peut être une complication de la drépanocytose. Elle ne voit pas le lien, elle se dit juste, je ne règle pas. Alors que nous, on l'explique. Pourquoi est-ce que les drépanocytaires peuvent faire des aménorrhées primaires? Donc, c'était un peu ça que je voulais ajouter. Comment il doit y avoir une communication entre les pédiatres et les hématologues concernant les enfants drépanocytaires? Est-ce que ça se fait la collaboration? Confier des patients vers les hématologues pour le suivi à un âge avancé? Effectivement, à partir de 17 ans, même à partir de 15 ans, on commence à préparer. Il ne faut pas l'envoyer vers les hématologues juste pour le plaisir d'envoyer. Non, non, non. Il faudrait s'assurer que l'enfant ait connaissance de la maladie. OK? Parce qu'il doit apprendre à se défendre. Parce que généralement, quand ils sont tout petits, les parents disent, on part à l'hôpital, on va voir le docteur. C'est un contrôle de routine. Donc, du coup, l'enfant n'a pas le temps de poser la question aux parents, mais ce contrôle de routine sert à quoi? Et c'est sur quoi, en fait, vous m'emmenez à l'hôpital? Mais à partir d'un certain âge, à partir de 15 ans, l'enfant doit savoir pourquoi il souffre de la drépanocytose, c'est quoi la drépanocytose, comment ça se transmet la drépanocytose, et connaître les complications, comme a dit le docteur Onzoto, ça c'est d'abord la prévention. Parce qu'avant qu'on arrive sur le curatif, il faut d'abord que l'enfant connaisse la prévention. OK? Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'enfant ait connaissance de la maladie à partir de 15 ans. À partir de 17 ans, on adresse un courrier. On dit aux hématologues, voici, nous avons pris en charge l'enfant depuis tel âge. Voici les complications que l'enfant a eu à faire, effectivement. Et voici son profil électrophorétique. Voici le groupe sanguin de l'enfant. Donc, quand on a déjà parlé de complications, à travers ces complications, s'il y a lieu de mettre un traitement au-delà de ce que l'enfant a l'habitude de prendre, on dit aux hématologues, voici, nous avons mis ce traitement depuis telle année et voici l'évolution de ce traitement-là. OK? Depuis que l'enfant est sous traitement, il y a moins de crises ou encore il y a persistance des crises. Nous vous adressons cet enfant pour la poursuite ou encore pour la meilleure prise en charge. OK? Mais sinon, l'enfant est d'abord suivi par des pédiatres. Après, il y a un courrier qui s'adresse pour le service. Mais il faut d'abord s'assurer que l'enfant ait connaissance, qu'il soit apte de se prendre en charge. OK? Et ensuite, on envoie chez les adultes. Et ça c'est important parce que nous, dans notre pratique courante, on reçoit des patients à qui on dit, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus te recevoir, il faut aller chez l'hématologue, mais sans expliquer pourquoi on ne peut plus le recevoir. Donc, on reçoit des patients comme ça, où nous, on voit une fois, deux fois, et le patient se rend compte que, mais rien n'a changé, en fait. C'est le même médicament, c'est le même type de suivi, pourquoi je change de médecin? Et qu'est-ce que ça fait? Ça devient un patient perdu de vue. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus aller chez son pédiatre, parce que le pédiatre lui a dit que je ne peux plus te recevoir. Mais étant donné qu'il se rend compte que c'est le même traitement qu'il a vu, qu'il a pris depuis des années, il va bien, il vient plus non. Donc, c'est important cette transition de préparer. Le changement de médecin n'a rien à voir avec le changement d'un protocole thérapeutique. C'est tout simplement qu'en tant que pédiatre, ils ne peuvent plus suivre ces patients. Par rapport à l'âge. Lorsque le changement de médecin a à voir avec un protocole thérapeutique, c'est généralement dans les cas de complications. Et c'est pour ça que nous retrouvons aussi avec des enfants à bas âge. Nous avons des enfants de 2 ans, 3 ans, parce que ces enfants-là ont déjà des complications. Et les pédiatres ne peuvent plus suivre ces complications, ils envoient vers nous les hématologues. Mais lorsque le critère de changement n'est que l'âge, il faudrait vraiment que le pédiatre fasse un travail en amont, vraiment un travail psychologique. Parce que après,
rester avec le même médecin pendant 12 ans, il y a une confiance qui s'installe. Et lorsque tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on te change ton médecin, c'est difficile de repartir de zéro. Et ça, c'est le travail du pédiatre. Et comme le docteur Baboumi l'a dit, on ne peut pas attendre 17 ans pour commencer ce travail. Dès que l'enfant devient conscient, moi je prends toujours 12 ans pour moi, c'est un enfant à qui il faut expliquer sa maladie déjà. L'intérêt de ceci contrôle. Nous avons des patients, c'est eux qui rappellent à leurs parents la date du rendez-vous. Maman, moi, le docteur Ondjoto m'avait dit de venir le 5 janvier. Il a 6 ans, mon patient, là. C'est lui qui rappelle. Et quand c'est comme ça, sa mère m'appelle pour me dire que, docteur, on vient parce que ton fils, là, ne fait que me harceler, c'est le 6. Je dis, oui, c'est bon, vous pouvez venir. Donc, c'est important d'arrêter de bébétiser, j'aime dire ça aux parents, les enfants. Il faut qu'ils prennent conscience. Parce que quand ils arrivent, généralement, chez moi, l'hématologue, mais moi, j'ai face à moi un adulte. Donc, il y a des consultations que je veux faire sans le parent. Surtout quand il s'agira de parler de vie sexuelle ou de sexualité. Les enfants ont tendance à se cacher quand le papa est là ou bien la maman est là. Mais s'il n'a pas conscience de sa maladie, vous m'empêchez même moi de faire ce travail-là. Donc, voilà un peu la transition entre pédiatre et hématologue, ou même entre hématologue et autres médecins, parce que nous aussi, parfois, on peut envoyer chez le chirurgien, on envoie chez le gynécologue. Elle est très importante. Quand il n'y a pas cette transition qui est bien faite, ben, tu vas appeler le confrère, il va te dire, oui, ton malade est venu une fois, deux fois, il n'est plus revenu. Et même chez toi-même, il ne va plus revenir. D'accord, merci beaucoup. Et dans cet élan, le docteur Baboumi, quels sont les conseils que nous pouvons prodiguer aux parents afin d'améliorer la qualité de vie des enfants vivant avec la drépanocytose? Ok. Comme j'aime dire le plus souvent aux parents, que le suivi ne se fait pas tout le temps. Ok? C'est pas, ça se fait aujourd'hui, demain et après-demain, non. Il faut savoir que lorsqu'on diagnostique plus tôt la maladie, ok, donc chez les plus petits, à partir de 2 ans par exemple, le suivi se fait tous les mois. Parce que pour améliorer la prise en charge de l'enfant, il faut d'abord accepter la maladie. Et lorsqu'on accepte la maladie, de là commence le suivi. Ok? Et le médecin, lui, il va pas suivre l'enfant juste parce qu'il doit suivre, non. Il va faire une éducation. Ok? Une éducation thérapeutique, d'où nous avons parlé de la prévention. Donc, pour améliorer la qualité de vie, je reviendrai encore, donc le suivi. Ok? Chez les moins de 2 ans, c'est tous les mois. Donc, une mère ou un père qui sait que je dois ramener mon enfant en consultation doit garder 500 000 francs pour le transport parce qu'il doit porter son enfant ou acheter une bouteille d'eau à son enfant. OK? Donc, il doit garder quelque chose. Donc, quand on lui paye, il laisse déjà de côté. Parce que la plainte, c'est « je n'ai pas d'argent pour me déplacer ». Et le niveau socio-économique intervient à ce niveau. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais lorsqu'on perçoit son salaire ou encore lorsqu'on vend quelque chose, on a déjà mis 1000 francs de côté. Parce que lorsqu'il s'agit d'un moziki ou encore d'une fête ou une fête d'anniversaire, nous avons l'habitude de garder pour le cadeau. Mais pour les moins de 2 ans, le suivi se fait chaque mois. Et pour les plus de 2 ans, le suivi se fait tous les 3 mois. Donc après un trimestre. Donc vous n'allez pas me dire que le niveau socio-économique également empêchera un parent d'avoir 1000 francs après 2-3 mois. Ça dépend. Donc du coup, les plus de 2 ans, nous les voyons tous les 3 mois. Et ça, c'est dans le contexte du suivi. OK? Mais dans le contexte de l'éducation pour améliorer la prise en charge, il y a des règles à suivre. OK? C'est un enfant qui doit s'hydrater, donc il doit boire de l'eau. En fonction de l'âge, il peut prendre 1,5 litre, 2 litres, voire 3 litres d'eau par jour. Ce n'est pas interdit. Il doit bien s'hydrater. OK? Le même enfant, OK, qui est tout petit, qui a 2 ans, qui a moins de 2 ans, qui a plus de 2 ans, à la maison, lorsqu'il fait de la température, la maman doit manquer l'antibiotique, mais doit avoir un thermomètre pour pouvoir mettre le thermomètre. Parce que les parents aujourd'hui, lorsque les enfants font de la fièvre, c'est que je touche. OK? Et lorsqu'il met le thermomètre, il doit se rassurer de comment habiller son enfant. Grenouillère ou encore un pull, parce que le corps aussi dégage la chaleur, la pièce également. Du coup, l'enfant peut faire une fièvre, mais ce n'est pas une température due à une maladie, mais due à l'environnement. OK? Mais après avoir mis le thermomètre, on se rend compte que l'enfant a vraiment de la température, l'enfant fait vraiment de la fièvre, 38, 38,5 par là. Ah tiens, je donne du paracétamol. Mais c'était peut-être la nuit. Mais le lendemain, on ne dort pas avec un enfant drépanocytaire 2-3 jours à la maison. Non, c'est pas faisable.
après une température, après avoir donné le paracétamol, parce qu'il faudrait en avoir, il faudrait faire recours à un centre médical. Et c'est pas n'importe quel centre médical, le centre où est suivi votre enfant. Ça, il faut Ce insister n'est sur pas ça le parce que- cabinet qui est à côté de la maison. Non, non, non. C'est le centre où est suivi votre enfant. Vous rapprochez de ce centre pour dire, mais j'ai dormi avec un enfant avec de la température, donc je l'ai emmené aujourd'hui parce que je n'ai pas pu gérer cette température. En dehors de ça, nous voyons les parents parce que la jeune adolescente est en train de grandir, elle doit avoir son cache-cœur, elle doit avoir un cinglé. Il faut éviter les vêtements trop serrés. Il faut éviter les enfants de l'attitude. OK, bon, on est ici à Brazza, par exemple. Bon, je n'ai rien à faire parce que j'ai beaucoup d'argent. Je vais prendre l'avion avec mon enfant pour aller voir la mer. Ça a quelle importance? OK? Ça aussi, pourquoi il faut éviter? Parce qu'il faut éviter l'hypoxie. Comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter que l'enfant manque d'oxygène. Donc, du coup, les vêtements trop serrés empêchent qu'il y ait de la circulation et ça étouffe l'enfant. L'avion, le stress d'être dans l'avion là également, ça n'a pas d'importance. Mais ils vont voyager comment aussi? Non, non, non. En fait, quand je parle de voyage, je sais qu'on est à la maison parce que j'ai un niveau socio-économique qui est bon. Je dis à mon enfant, on va voir la mer. Non, ce sont des vacances. Donc, c'est mieux de privilégier d'autres moyens de transport. Et, Non, et pas- même si, je donne un exemple, c'est un enfant qui a eu le baccalauréat, il doit aller faire ses études ailleurs, on va pas lui dire tu n'es pas de candidat, tu ne peux pas voyager, mais ça se prépare. C'est-à-dire que nous, médecins traitants, nous devons savoir que dans 2 jours, dans 3 jours, cet enfant va faire un vol de 6 heures, 7 heures. Ce vol-là sera préparé. Par contre, il y a des interdictions. Si on parle d'altitude, un drépanocytaire ne peut pas aller faire de l'alpinisme, par exemple. Tu vas pas dire, bon, moi je suis en France, je m'ennuie, bon, je vais aller aux Alpes. Non, ça, moi, médecin, je veux dire, niet. Comme les parcs d'attraction, rien. Voilà. C'est Donc, l'attitude. C'est ça. Donc, le médecin du drépanocytaire doit être son confident. Et les règles d'or, ce que le docteur Baboumi citait, sont les meilleurs amis du drépanocytaire. C'est-à-dire que rien qu'avec les règles d'or, on arrive à avoir 0 crise l'année. Rien qu'avec le respect des règles d'or. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Rien qu'avec le respect des règles d'or. Donc, c'est important. Et pour ça, nous martelons toujours là-dessus, ça part sur l'acceptation de la maladie. Nous, on a vu des drépanocytaires. Moi, je suis parti à des manifestations où je vois un patient, mes patients drépanocytaires, qui est pour lui là encore de soulever les casiers de bière. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à sa maladie. Effort physique important, proscrit. Il est là. Dans ce sens, ça veut dire même le sport, il ne pourra pas faire. Alors. Certains types de sports sont interdits. Comme on dit, ce qui va demander plus d'efforts à un enfant, c'est interdit. Si vous demandez à un enfant de faire de la marche, je prends l'exemple, on est à l'hôtel Héraïs, je prends l'exemple, je vais quitter d'ici jusqu'au rond-point Lumumba, jusqu'au grand marché. Non, parce que ça va me demander beaucoup d'efforts, je ne vais faire que marcher. Et quand je ne vais faire que marcher, je transpire également. Et quand je transpire, je me déshydrate également. Du coup, il faut éviter la déshydratation. OK? Donc, parmi ces règles, c'est pas que on évite les efforts des sports qui demandent plus d'efforts à un enfant. Il peut faire du yoga. En plus. Et en dehors de ça, pour améliorer la qualité, le docteur Onzo a parlé des règles d'or. Oui, ce sont des règles d'or, mais les parents doivent savoir dans ces règles d'or, c'est ce que nous sommes en train de citer. Il y a également le brossage des dents. OK? L'enfant doit se brosser les dents le matin et le soir. Nous observons aujourd'hui un enfant qui se brosse les dents une seule fois. Non, mais il faut dire à l'enfant que lorsqu'on se brosse les dents le matin, c'est pour enlever la mauvaise haleine. Mais lorsqu'on se brosse les dents le soir, c'est pour enlever tous les débris de tout ce qu'on a mangé. Et l'hygiène corporelle, l'enfant doit apprendre à se laver correctement. Apprendre à se laver les mains avant de manger. Apprendre à bien se laver les mains. Veiller sur les ongles des enfants. Ça doit être bien coupé. Donc, parce que le microbe aussi s'installe comme on ne le voit pas à l'œil nu. OK? Donc, en dehors de ça, toujours pour améliorer la qualité de vie, lorsqu'on a fait l'annonce diagnostique, on a donné un traitement, l'enfant doit prendre son traitement. Son acide folique, l'enfant doit prendre. Et chez les enfants,
jusqu'à l'âge de 10 ans, parce qu'il y a certaines littératures qui disent qu'il n'y a pas de consensus sur l'âge, ok? Parce qu'on met de l'antibiotique chez ces enfants-là pour les protéger contre certaines infections, ok? Pneumococciques. Donc, du coup, ils sont sous antibiotiques. Ce n'est pas n'importe quel antibiotique que les parents vont acheter dans la rue, non. C'est le médecin qui donne, c'est de l'oracyline que les enfants prennent. À un certain âge, on arrête, ok? Mais cet enfant doit prendre son traitement correctement. Il sait que je vais aller au contrôle, le médecin va me donner un traitement prophylaxique pour le palu. Ok, c'est pas un traitement curatif, non. C'est toujours un traitement prophylactique qu'on donne. Le déparasitage, c'est-à-dire que dès que le médecin donne ce traitement-là, l'enfant doit respecter. Ou encore les parents doivent respecter ce traitement. Ok, et le respect du suivi. Comme on a dit tout à l'heure, vous avez parlé du niveau socio-économique. Vous voyez que ça nous rejoint encore le respect du suivi fait partie des règles d'or pour améliorer la qualité du suivi. Et toujours dans l'amélioration de la qualité du suivi, la maman doit apprendre, ou encore les parents doivent apprendre de regarder les yeux de leur enfant pour voir est-ce que l'enfant est pâle ou l'enfant n'est pas pâle. Ça, c'est ce que nous apprenons aux parents. Les parents doivent apprendre à regarder les urines de leur enfant. Parce que lorsqu'on s'hydrate correctement, les urines sont claires également. Mais lorsqu'on ne prend pas assez, les urines deviennent concentrées. Et lorsqu'on fait de la fièvre, on a dit l'élément du globule rouge. Donc, lorsque ça se casse également, cette hémoglobine-là qui passe dans le pipi, du coup, ça colore les urines, ça devient comme du Coca-Cola. Les parents doivent avoir connaissance de regarder la coloration des urines de leur enfant. Quand on vient en consultation, on examine l'enfant. Quand ils vont chez le tradithérapeute pour dire que mon enfant a la rate, il faudrait qu'on fasse la scarification, nous, en tant que pédiatre, nous, en tant que corps médical, nous apprenons aux parents comment palper cette rate-là pour dire que ça n'existait pas avant. OK? Le jour que vous allez voir cette rate exister, venez à l'hôpital. Ou encore, ça existe, voici la taille. Le jour que cette taille ne sera plus la même et vous constatez que ça augmente de volume, venez rapidement à l'hôpital. Donc, ce sont les règles que nous donnons aux parents, que nous montrons aux parents comment faire pour améliorer la qualité de vie. OK? Donc, il y en a plusieurs. Nous avons cité nous avons donné quelques conseils comme il fallait, mais au cours du suivi, nous développons plus avec les parents. Et nous aimerions quand même insister sur la part des infections. Docteur Baboumi en a parlé. L'intérêt, pourquoi? Parce que j'y reviens encore sur la compréhension de la maladie. Il est important que les parents comprennent que l'enfant, il est drépanocytaire, certes. Il va faire des crises vaso-occlusives, donc les CVE, il va faire des crises anémiques, mais c'est pas parce qu'il est drépanocytaire qu'il doit faire ces crises-là. Donc ces crises-là ont des facteurs déclenchants. Et le premier facteur déclenchant, c'est généralement le facteur infectieux. Parce que nous avons des parents qui viennent généralement se plaindre, je ne comprends pas, moins de fièvre en transfuse, moins de fièvre, mais au fait, c'est parce qu'il ne comprend pas le lien de causalité. Pour lui, il pense que la transfusion et les CVO, c'est seulement la maladie. Ça n'a rien à voir avec cette fièvre. Donc, c'est pour ça qu'il est important que l'hygiène de vie des enfants drépanocytaires soit importante. La surveillance de la température soit importante. Le déparasitage systématique est un volet important. La couverture anti-palus est un volet important. Parce que nous sommes en zone endémique palus. Donc, si on dit que l'infection est la première cause de facteur déclenchant, ben, la première infection qui sera donc la première cause sera donc ce fameux paludisme. Donc, il est important aux parents de comprendre cela. Et surtout, là où nous insistons aussi également en tant qu'hématologue, c'est l'automédication. Les parents ont pour tendance de retenir les ordonnances des médecins. Vous voyez que lorsque nous avons parlé de nos règles d'ordre, qui inclut tout ça à la thérapeutique, nous parlons d'un traitement antipalus systématique, et on connaît les délais. Nous parlons de l'acide folique. La couverture antibiotique, Dr Baboumi l'a dite, c'est pour protéger les enfants d'un certain âge face à certaines pathologies, mais c'est jusqu'à obtention de certains types de vaccins. Lorsque les enfants là, ont ces vaccins-là, ils n'ont plus besoin d'avoir cette couverture. Alors, généralement, nous, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le parent, lui, il retient. C'est-à-dire que l'enfant a fait une crise d'hémolyse, il avait mal au ventre, nous, on a mis, par exemple, tel antibiotique à domicile ou même en hospitalisation. Lorsqu'il sort, il y a le relais pérence. Mais qu'est-ce que fera le parent? La prochaine crise que l'enfant fera, où il y a des similitudes, vu que ça reste un drépanocytaire, donc il va faire probablement des crises un peu similaires, systématiquement, on donne. Pourquoi? Parce qu'on évite
la consultation. Ça passe, c'est le même germe. Troisième fois, systématiquement, on donne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant des résistances. Il y aura maintenant des résistances. Quand le patient arrive, vous n'avez plus cette histoire médicale. Vous n'avez pas cette histoire d'automédication à domicile. Vous pensez que depuis 3 mois que vous avez vu votre patient, il va bien, vu qu'il n'est pas venu en consultation. Vous dites, il fait une crise, vous mettez l'antibiotique, ça ne marche pas. Vous allez un palier 2, ça ne marche pas, un palier 3, ça ne marche pas. Le même parent va traiter le sorcier. Ça, c'est depuis la drépanocytose. Parce qu'à chaque fois que mon enfant vient, pourtant on le soigne, il sort, il fait 2 jours, 3 jours, il sort. Mais là, je ne comprends plus. Il va omettre de vous dire, mais docteur, au fait, je vais donner ceci, cela à la maison. En dehors de tes chaque 3 mois de consultation, moi, quand je ne suis pas encore dans le délai de 3 mois ou quand je vois que j'étais vu il y a 1 semaine, moi, je m'amuse à donner des antibiotiques à l'enfant. Donc ça aussi, c'est important. On apprend aux parents comment surveiller la température. On apprend aux parents comment diminuer cette température à domicile parce que le docteur Baboumi l'a dit, la fièvre fait hémolyser le patient. Si la température de l'enfant ne baisse pas dans les heures qui suivent, on conseille aux parents d'aller au centre de santé le plus proche, surtout lorsqu'il s'agit de la nuit. On ne va pas demander à des parents de garder un enfant fébrile à la maison juste pour attendre le docteur Ondjoto qui est à l'hôpital Assisi. Non, le plus proche. Et dès qu'il est 8h, 7h30, 6h, 5h, c'est-à-dire des heures où on peut avoir un déplacement. Parce qu'il faut savoir que tous les centres de santé ont des urgences médicales. Donc, on ne va pas vous demander d'attendre mes heures de consultation, non. Donc, dès le moment où vous savez qu'en termes de sécurité pour vous et en termes de transport, vous pouvez vous déplacer, vous arrivez. L'automédication n'est pas autorisée. Même pour les crises douloureuses, il y a différents types de médicaments qu'on donne pour les douleurs. Mais il n'y a qu'un seul type que nous acceptons à la maison, c'est le paracétamol, généralement pour les fièvres. L'autre type, nous, en tant qu'hématologue, et je pense que les pédiatres aussi, c'est la même chose, nous ne l'autorisons pas. Donc, des patients qui vont être là à donner des anti-inflammatoires à leurs enfants systématiquement, nous ne l'autorisons pas. L'enfant fait de la fièvre, un peu de paracétamol. Dans l'heure qui suit, si ça se calme, c'est bon. On vient calmement à l'hôpital. Si ça se calme pas, si c'est la nuit, le centre de santé le plus proche. Si c'est pas la nuit, on vient là où on est suivi. Même si le médecin qui vous suit n'est pas là, il y a des urgences. Et j'insiste sur les urgences parce que les patients drépanocytaires ou les parents de patients drépanocytaires ont tendance à faire des fixations sur leur médecin traitant. Moi, j'ai eu à avoir des patients, ils arrivent, on leur dit qu'elle n'est pas là, elle est en congé. Ils repartent avec l'enfant. Alors qu'il y a d'autres médecins qui sont là. Non. C'est vrai qu'il est conseillé de voir son médecin traitant, mais dans l'urgence, tout personnel de santé doit être apte à gérer l'urgence. On calme la fièvre, on calme les douleurs, calmement, même si c'est dans un autre centre. Il y a toujours vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration. La collaboration, elle existe, même dans les autres centres de santé. Lorsqu'on vaccine un malade suivi par le docteur Ondjoto, quel que soit le centre de santé, je suis appelé. Docteur, nous avons un de vos patients. Je peux donner un protocole à distance ou je peux dire non, par rapport à ce que vous me dites, il serait préférable que moi-même je le suive, transférez-moi le malade. Donc, je tenais à insister là-dessus. L'automédication, l'importance de bien gérer les situations infectieuses, mais en hospitalisation, pas à domicile. Et surtout, demander aux patients, aux parents de patients aux patients drépanocytaires, de ne pas se mettre à la place des médecins. Parce qu'on a déjà vu ça aussi. Des parents de malades ou de malades qui conseillent à d'autres malades. Non, moi, quand j'ai la fièvre, c'est tel antibiotique qui prend. On l'a vu parce que, à force d'être hospitalisé entre eux, on se crée une famille. Donc, ils ont des contacts des uns et des autres. Donc, vous serez surpris que non, la maman de tel patient a appelé tel patient et c'est elle qui a conseillé. Ça aussi, on ne veut pas de ça. Donc, tout ça fait partie du suivi du patient drépanocytaire et vous voyez que l'éducation thérapeutique est vraiment un pilier important. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport au suivi. Merci. Bon, concernant bana oyo kozala bango na bandako ba oyo bazana drépanocytose. Ce qui moi na sali fièvre au pesi moi paracétamol. Ce qui yango est persisté, bon memi moi à l'hôpital. Au pesa bana bakisi na ndako bino moko te. Surtout ba antibiotique bo tika. Bo kapé bato mosusu te. Bon mema bango na ba centre oyo bango baza suivi.
l'hôpital ya mike ba quartier bo mema te botika pe koyoka biyoka moninga alobi na te pesa mwana oyo bo mema te. Donc si mimeta mwana ke na sala fia bimi na ta à l'hôpital bebi kupesa wanga na enzo bini nimi na mwana ba jeu ya ngulu kunangula ba bidon kunangula ba bimi ya ngulu kusala ba jeu bino nimina. Donc faut bino wa ba mambo nyoso ina ba docteur na kuzonza awa. Docteur Baboumi, est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques que les enfants drépanocytaires bénéficient? Merci. On va commencer, avant d'aborder seulement les vaccins spécifiques, il faut rappeler aux parents qu'il existe un programme élargi de vaccination. C'est ce que les parents oublient d'abord. Okay? Qu'il existe un programme élargi de vaccination où on vaccine, où l'État en fait a pris en charge la vaccination des enfants gratuitement. Okay? De la naissance jusqu'à 18 mois. Okay? Mais après cet âge, les enfants sont vaccinés. Maintenant, nous allons rester sur la particularité de l'enfant drépanocytaire. Okay? Mais à partir de 2 ans, obligatoirement, ce n'est pas à négocier. Oui, le coût de la vie, on n'en disconvient pas. Mieux de soigner que d'enterrer. Okay? J'ai toujours dit aux parents, il est mieux d'enseigner que d'enterrer. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2 ans, il y a des vaccins spécifiques que l'on administre à un enfant drépanocytaire. Il y a certains vaccins qui se renouvellent. OK? Les vaccins, on parlera en termes scientifiques parce que ça, ce n'est pas les parents qui fabriquent en fait. OK? Des vaccins antipneumococciques. OK? Parce que quand on voit le pneumocoque, dans le vaccin, dans le programme élargi de vaccination, il existe également le pneumocoque parce que les parents lisent. Mais il faut savoir que le pneumocoque, c'est comme dans une famille, je m'appelle Baboumi, il existe des Baboumi, mais il n'existe pas de Baboumi la reine. OK? Ça veut dire que moi, Baboumi la reine, je suis le pneumocoque, mais j'ai la 13e valence. OK? Donc, du coup, c'est dans le programme élargi de vaccination. Mais quand je sors, je deviens OK, à partir de l'âge de 2 ans, ce n'est plus le 13, OK, c'est le pneumo 23. Donc, du coup, les parents doivent acheter. OK, ça se vend en pharmacie à partir de 2 ans. Et ça se renouvelle chaque 3 ans. OK, on renouvelle ce vaccin. Donc, le parent qui sait que j'ai vacciné mon enfant contre le pneumocoque cette année-ci, OK, mon enfant a 2 ans. Docteur, vous n'allez pas me dire que le parent ne pourra pas chercher après 3 ans pour vacciner mais son enfant. Mais le prix, c'est quand même à combien? C'est le prix, il faut savoir. Bon, on donnera les prix parce que quand ils viennent, il y a toujours... C'est accessible à toutes les bourses. C'est accessible à tout le monde. Et en dehors de ça, il y a également les anti-méningocoques. En fait, les anti-méningocoques. On va parler du méningocoque, OK? Le vaccin contre la maladie, c'est la méningite. OK, mais le germe, c'est le méningocoque. Donc, du coup, il y a également les vaccins qu'on donne. Mais il faut savoir que dans le programme élargi de vaccination, ça existe. Mais à partir de 2 ans également, cet enfant doit recevoir le vaccin. Et généralement, c'est commercialisé sous le nom de Menactra où les parents facilement peuvent acheter. Et en dehors de ça, il y a également le vaccin contre la fièvre anti-typhique. OK? Contre la fièvre typhoïde. Et c'est pas seulement contre la fièvre typhoïde, mais c'est un microbe qui est là qu'on appelle le salmonelle. OK? Raison pour laquelle on vaccine les enfants également. Il faut savoir que c'est chaque année. Il faut vacciner les enfants. OK? Donc, du coup, les parents se préparent. OK? Le vaccin contre la grippe, moi, je me dis, on n'a pas vraiment les ressources d'acheter le vaccin contre la grippe tout le temps pour vacciner les enfants. Mais il faut marteler aux parents que le vaccin contre le pneumocoque à partir de l'âge de 2 ans et ça se renouvelle chaque 3 ans. Ça, c'est le vaccin qu'on va renouveler tout le temps. OK? Et on a encore rappelé, les autres dans la littérature, ils parlent même du vaccin contre l'hépatite. OK? Mais généralement, ils disent que c'est la zone où l'enfant va aller et que c'est cette zone-là, cette zone d'endémie là où l'enfant va aller résider, mais il faut vacciner. Mais il faut également tenir compte de la sérologie de cette personne avant de vacciner. OK? Donc, la littérature en parle, mais ça, c'est ce que la littérature nous dit, mais nous contextualisons les choses également. C'est pas parce que la littérature a dit qu'on va tout avaler. On contextualise les choses en fonction de notre système sanitaire. OK? Donc, on a parlé du méningocoque, on a parlé du pneumocoque, on a parlé du typhime également les vaccins contre la grippe également qu'on donne. Ça, ce sont des vaccins spécifiques que l'enfant reçoit à partir de 2 ans, l'enfant drépanocytaire. Merci. Docteur Onzoto, quels sont les traitements de la drépanocytose?
Alors, ça, c'est une question qui... J'aime bien quand les patients me demandent est-ce ils peuvent guérir de la drépanocytose. Alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le premier traitement de la drépanocytose, c'est d'abord la prévention. C'est d'abord avant tout la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, prend tout son sens dans cette maladie qui est la drépanocytose. Alors, on a ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, parce que en termes simples, pour guérir de la drépanocytose, il faut se faire greffer. Donc, tout patient drépanocytaire ne peut pas bénéficier d'une indication de greffe. C'est pour ça que nous, en fonction des réalités, nous parlons très peu de la greffe, parce que pour nous, c'est donner un espoir aux parents. Et il serait difficile de dire à quelqu'un, tiens, ton enfant peut guérir de cette maladie, mais tiens, je ne te l'indique pas. Ça sera un peu méchant. Mais sinon, le traitement de la drépanocytose, pour guérir de la drépanocytose, c'est la greffe. Maintenant, pour éviter les crises, qui sont les crises drépanocytaires, on vous a parlé tout à l'heure des règles d'or. Les règles d'or, c'est un traitement de la drépanocytose. Dans les règles d'or, vous avez donc les règles d'hygiène de vie, les facteurs physiques et tout. Et vous avez la médication. La médication, le docteur Baboumi, on en parlait en long et en large. La première médication, c'est également la vaccination, parce que la vaccination, ça rentre encore dans la prévention. Ensuite, vous avez des compléments vitaminiques qu'on appelle l'acide folique. Il faut savoir que le rôle de l'acide folique va favoriser donc la production de globules rouges sains, entre griffes, et donc va diminuer la proportion de globules rouges qui sont falciformés. Donc, nous avons l'acide folique. Il y a un médicament que moi j'aime beaucoup, que les gens ne considèrent pas comme un médicament, mais c'est un grand médicament dans la drépanocytose, c'est l'eau. L'eau est un traitement, le docteur Baboumi en a parlé. Donc, de manière simple, le premier traitement, c'est la prévention. Éviter que la personne soit drépanocytaire. Et lorsque la personne est drépanocytaire, il y a beaucoup de prévention aussi. On reste toujours dans la prévention, dans le respect des règles d'or, dans la prise en charge des pathologies infectieuses, dans la vaccination et dans la prise des compléments vitaminiques, donc qui sont l'acide folique. Et ensuite, le traitement curatif, c'est la greffe. Et ensuite, on va parler du traitement donc, des crises. Et là, ça sera, comme on vous l'a dit, en fonction du facteur déclenchant. Pour une crise où le facteur déclenchant sera le paludisme, le traitement sera l'antipaluste. Si c'est la tuberculose, ça sera les antituberculoses. Si ce sont les facteurs physiques, on vous l'a expliqué tout à l'heure, un enfant qui va marcher de Mikalo, bon, j'ai pris Brazzaville, mais je veux reprendre de ici à Elaïs jusqu'au grand marché là-bas, il va vous faire une crise vaso-occlusive. À cet enfant, vous n'avez pas besoin de mettre d'antibiotiques, c'est prouvé que c'est le facteur physique. Le stress, c'est important. La dépression, vous allez voir un enfant qui était bien suivi, qui depuis un moment vient tout le temps pour des crises vaso-occlusives. Dans ce cas, c'est pas vos médicaments qui vont le soigner, c'est l'accompagnement du psychologue. Donc, le traitement de la drépanocytose, il est large. C'est cas par cas. C'est cas par cas. En fonction, il y a des grands chapitres, on vous les a cités, mais en fonction du type de malade, il y aura des malades où on fera plus de prévention. Il y aura des malades où on fera plus du curatif. Nous avons des malades que nous ne voyons pas tous les 3 mois, que nous voyons tous les 2 mois. Je donne un cas pratique, par exemple, des patients témoins de Jéhovah. Ce sont des réalités. Les patients témoins de Jéhovah, leurs convictions religieuses font que ces patients ne sont pas transfusés. Et nous, en tant que médecins, nous devons respecter cela. Et eux également, ils doivent respecter le fait que nous avons obligation des actes. Obligation des actes, ça veut dire quoi? Que si je suis en face d'un patient qui a une anémie sévère, qui ne tolère pas, même s'il est témoin de Jéhovah, je vais prescrire le sang. Je ne vais pas l'obliger. C'est pas une obligation pour lui. Je prescris, je donne le bon. Ça, c'est un patient, mais moi, je crois que si c'est un enfant, quand même, c'est... Non, aux parents, ils vont donner. Il est sous tutelle des parents. Si les parents décident de ne pas transfuser l'enfant... Non, jusqu'à preuve de contraire, c'est médico-légal. C'est médico-légal. Vous devez prescrire votre bulletin. Vous ne pouvez pas rester sur la foi que quelqu'un vous a dit, ne mettez pas le sang. Non. Vous prescrivez. À eux d'accepter pas. Et même quand ils n'acceptent pas, ils doivent vous le mettre sous écrit. Parce que nous sommes retrouvés face à des situations, quelqu'un a dit, je suis témoin de Jéhovah, vous ne transfusez pas. Mais quand ça a tourné, vu qu'il n'avait pas écrit, il n'y avait rien, la personne commençait maintenant à vous dire, non, il faut mettre le sang, il faut mettre le sang. Mais quand il y a eu décès,
Dans le discours de la personne, c'était, moi, j'avais accepté qu'on mette le sang, malgré tout, mon enfant est décédé, donc le sang n'a rien à voir. Ça devient un argument pour lui de plus de ne plus accepter la transfusion. Mais il oublie que quand, à 8 heures, je dis, je dois mettre le sang, et qu'on met le sang à 21h, 22h, l'organisme n'est plus le même, hein. L'organisme, il a déjà beaucoup souffert. Et je tiens à insister là-dessus. Donc, c'est pour dire que la prise en charge aussi dépend de la personne qu'on a en face de nous. Et j'ai pris ce cas particulier de témoin de Jéhovah parce que c'est vraiment nous, dans la drépanocytose, on a vraiment ces difficultés-là, donc à prendre en charge les patients témoins de Jéhovah. Mais il faut comprendre que ces patients-là, tu ne vas pas les traiter comme les autres. Tu ne vas pas attendre tous les 3 mois parce que c'est un patient que s'il vient dans 3 mois et qu'il a une anémie sévère, tu fais quoi? Donc, il faut le voir un peu plus régulièrement. Donc, oui, je veux le voir tous les 2 mois ou tous les mois. Je veux chercher d'autres mécanismes afin qu'il puisse éviter la transfusion. Mais ces mécanismes-là, je n'en parlerai pas à un patient, par exemple, lambda. Donc, c'est pour ça, pour dire que le traitement ou la prise en charge, il ne faut pas parler en termes de traitement parce qu'on ne va pas traiter le patient drépanocytaire en griffe, mais la prise en charge du patient drépanocytaire, il y a des points focaux, elle est globale, mais il y a également des particularités, cas par cas, patient par patient. Un patient qui aura fait un AVC n'aura pas le même traitement. Il y a des traitements dont on n'en a pas parlé ici avec le docteur Baboumi. Je prendrai l'exemple des échanges transfusionnels. Je prendrai l'exemple de l'hydroxyurée que je veux proposer à un patient qui a fait un AVC. Les échanges transfusionnels que je veux proposer à une femme enceinte, que je ne veux pas proposer forcément à un patient drépanocytaire qui vient, qui ne fait pas de crise régulièrement, qui a un bon suivi. Donc le traitement aussi dépend de cela. Il y a les grands points, on a dit, les règles d'or, la prévention, l'acide folique, l'eau. Et puis, il y a des points plus particuliers en fonction des différents types de patients. Et là encore, c'est toujours comme on le dit, on insiste, c'est dans le dialogue, c'est dans l'explication. Nous avons des familles où il y a 2, 3 enfants drépanocytaires. Mais quand la maman va voir que chez tel enfant, tu as mis tel traitement, chez l'autre, tu n'as pas mis, il faut expliquer à cette maman-là. Sinon, pas un jour, tu vas te réveiller, soit elle va donner le même traitement aux 2 enfants, soit elle va arrêter le traitement supplémentaire à l'autre enfant que tu as donné. Donc, c'est un peu ça la prise en charge de drépanocytaire. Donc, moi, excusez-moi, je voulais compléter également parce que nous, c'est des enfants en fait. Donc, les enfants, au cours du suivi, nous faisons attention à leur croissance également. Donc, du coup, au cours du suivi, on s'attelle un peu à prendre la taille de l'enfant, prendre le poids de l'enfant et on a nos abacs pour permettre d'apprécier en fait, comment se fait le déroulement de la croissance. Parce que généralement, ces enfants ont un petit retard de croissance également. Et tout à l'heure, en amont, le docteur Onzo avait parlé même du retard pubertaire. Donc, en dehors de l'acide folique également, nous supplémentons également en zinc également ces enfants. Mais la littérature aussi parle également de la supplémentation en vitamine D chez ces enfants drépanocytaires. Comme a dit le docteur, il y a plusieurs consensus. Donc, et puis après, on contextualise un peu dans notre contexte qu'est-ce qu'on peut pas donner. Donc, c'était un peu pour ajouter en fonction de l'enfant. D'accord, merci. Docteur Baboumi, je reste avec vous. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière pour les enfants qui vivent avec la drépanocytose? Bon, il faut dire qu'ils doivent manger, oui, mais ils doivent manger équilibré. Comme tout enfant. Comme tout enfant. Comme tout enfant. Il n'y a pas de particularités. Non, vous n'allez pas dire un enfant drépanocytaire doit manger les légumes tous les jours et celui qui n'est pas drépanocytaire de manger que le fromage. Non. Donc, ça veut dire que l'enfant doit manger équilibré. Il est considéré comme tout autre enfant, mais juste avec des particularités en fonction de son suivi. Mais il reste un enfant. Il doit vivre. Si l'autre a un petit jus de fruits, il doit avoir le jus de fruits. Comme chez tout enfant, on ne dit pas de boisson gazeuse, pas de boisson gazeuse chez lui. Si on donne la banane, je prends l'exemple, la pastèque à un enfant, on lui donnera également la pastèque. Donc, ça veut dire que l'alimentation doit être équilibrée chez tout enfant. Chez tout le monde. Oui. D'accord, merci. On avait parlé un peu plus en haut d'éviter tout ce qui est activité physique intense. Ça, c'est une question qui vient comme ça. Ça, on était chez l'enfant. On parlait de l'enfant. J'essaie un peu d'essayer d'aller vers un adulte, un patient porteur de la drépanocytose, au moins qui a peut-être 30 ans, 40 ans. Mais ces personnes ont une vie sexuelle
Est-ce que la drépanocytose peut impacter sur la sexualité? Est-ce qu'il y a des conseils à apporter dessus? Chez un adulte vivant avec la drépanocytose, il y a des choses à éviter pour ne pas peut-être se retrouver dans des complications. Alors, cette question revient beaucoup. On revient, nous, en pratique courante. Je reviens d'abord sur l'interdiction de l'activité physique. C'est pas l'activité physique qui est interdite. C'est les activités physiques intenses qui peuvent entraîner donc une déshydratation importante ou une mise en activité trop importante des différents muscles. D'accord? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un, on a parlé de la marche. Nous sommes à Ilaïs, si tu marches d'ici jusqu'au cactus, tu fais l'aller et venue, il n'y a pas de problème une fois la semaine. Parce que, attention, l'activité physique, elle est conseillée, hein, c'est bon pour le cœur. Si le soir, tu fais une petite séance de yoga, il n'y a pas de problème. Si tu as une piscine, tu fais une ou deux allées en termes de natation, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si tu te retrouves à courir un marathon, si tu te retrouves à aller faire de l'alpinisme, si tu te retrouves à aller être sur un ring, être un boxeur. Alors, le rapport sexuel, de par sa définition, n'est pas censé être un marathon. C'est quand même un effort physique, on dépense beaucoup d'énergie. Mais qui n'est pas un marathon. Oui. Donc, je peux vous relancer la question pour dire que une éjaculation normale vient après combien de temps? Ça dépend. Je sais pas s'il y a une durée, normalement, mais... c'est à partir de 5 minutes. 5 minutes. Donc, dites-moi, quelle est l'activité physique que quelqu'un va faire pendant 5 minutes qui va lui déclencher la crise? Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, un rapport sexuel déclenche une crise, c'est que c'est un rapport sexuel qui a 1000 ans. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Il y en a, hein. Il y a certaines personnes de durer beaucoup plus. Voilà, qui ont des performances naturelles ou provoquées qui sont différentes de la population générale. Et à ce moment-là, c'est là où on compare ce rapport sexuel à un marathon. Donc, ça devient une activité physique intense. Donc, on va dire à nos patients drépanocytaires, ben, mon gars, arrange-toi à être dans la normalité. Ne pas trop... Voilà. Si tu prends des substances, déjà, qui ne sont pas conseillées pour peu importe la personne, c'est pas conseillé de prendre des substances, d'arrêter. Mais si c'est ton corps qui est comme ça, on va conseiller plutôt de perdurer dans les préliminaires, qui ne nécessitent pas un effort physique important, mais qui, en termes de plaisir sexuel, va monter le plaisir, pouvant entraîner donc une éjaculation. Donc, on va dire à la personne, bon, toi, peut-être que il te faut 30 minutes pour éjaculer, puisque normalement, c'est l'éjaculation qui arrête l'activité sexuelle. Donc, c'est quand on éjacule qu'on fait une première pause et une deuxième pause. Donc, on va dire que bon, ça veut dire que toi, ici, il te faut 30 minutes, mais après les 30 minutes, tu nous fais tout le temps des crises, et fais 20 minutes de préliminaire avec ta copine. 20 minutes. Comme ça, au moins, lorsqu'il y aura entre griffes introduction, on ne fera que les 10 minutes et on est sûr qu'il n'y aura pas de déclenchement de la crise. Mais on ne peut pas, déjà que la personne est frustrée d'être malade, déjà qu'il y a des théories qui disent que les drépanocytaires ne mettent pas au monde, vous n'allez pas l'interdire d'avoir des rapports sexuels. Cette personne va déprimer. Et la dépression va engendrer plus de crises. Donc, on ne va pas aller interdire des gens d'avoir des rapports sexuels. On va faire tout simplement une éducation sexuelle, une éducation thérapeutique pour ça. Et là encore, c'est là où je disais, c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être faire appel à des confrères. Moi, voilà, je vais appeler un sexologue pour dire que je suis face à un patient qui ne peut pas avoir une éjaculation avant 30 minutes. Mais le problème, c'est que quand il fait ses 30 minutes de rapport sexuel, il me fait des crises. Il faut éduquer sexuellement ce patient de telle sorte qu'il ne puisse pas pouvoir mettre autant de temps, ou même si c'est lui qui met autant de temps, ben que l'effort ne soit pas fait par lui. Parce que n'oublions pas que le rapport sexuel, c'est 2 personnes. Il n'y a pas que l'homme. Donc, si l'homme, le fait que lui, il fasse des efforts, ça le rend malade, ben madame, voilà. Mais l'effort de la femme ne peut pas impacter sur le partenaire qui est comme c'est bien. Normalement, quand c'est la femme qui fait le travail, l'homme il est au repos. Donc normalement, et ça c'est la place du sexologue. Ça, si c'est la femme qui est drépanocytaire, donc on va demander à l'homme de faire moins. Ça sera pareil, on va leur faire une éducation thérapeutique, mais dans tous les cas,
on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas avoir le rapport sexuel. À la base, le rapport sexuel a un but reproducteur. Et je répète encore, les patients drépanocytaires pensent, ou bien il est dit dans la population que quand tu es drépanocytaire, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc déjà, nous, notre rôle, c'est de dire que non, vous aurez vos enfants. À n'importe quel âge. Donc, il est capable de... Oui, bon, à n'importe quel âge, on ne va pas demander à quelqu'un de 14 ans d'avoir des bon, après l'âge de la majorité, peut-être 18 ans, après 18 ans. À l'âge où la personne est capable. Il y a un désir de maternité, surtout qu'à l'âge où la personne est... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de... J'ai parlé d'impact financier. Alors, quand quelqu'un est drépanocytaire, entre griffes, ce sont les parents qui prennent en charge. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la stigmatisation dans les écoles, il y a de la stigmatisation dans les professions. Il y a aujourd'hui des employeurs, et ils n'ont pas le droit, c'est important de le dire, qui arrivent à licencier des gens parce qu'ils apprennent qu'ils sont drépanocytaires. C'est interdit, c'est illégal. Donc, ça veut dire que généralement, les patients drépanocytaires sont pris en charge par leur entourage. Donc, même si quelqu'un qui a 18 ans te dit qu'il va avoir des enfants, tu sais que ses ordonnances sont payées par son père qui est retraité ou bien sa mère qui va marcher. Nous sommes d'accord, docteur, que tu ne vas pas l'encourager dans ce sens. Non. Tu vas d'abord l'encourager à finir ses études, à avoir un boulot stable, et que ce boulot-là arrive à le prendre en charge, parce qu'il y a des gens qui ont un boulot, et quand il est malade, ce boulot ne peut même pas lui payer une ordonnance. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc avoir un boulot qui lui permet de se prendre en charge, et c'est seulement après cela qu'on pourra maintenant aller dans l'éducation sexuelle pour dire que voilà, tu as un ami, est-ce qu'avant tout, cet ami-là sait que tu es drépanocytaire? Parce que nombreux aussi cachent à leur partenaire. Et ça aussi, c'est une catastrophe. La personne sait d'ailleurs, d'accord, nous vous recevons tous les deux, tu sais qu'il est drépanocytaire, d'accord. Quelle sera la conséquence de la drépanocytose sur la grossesse? Quelle sera la conséquence de la grossesse sur la drépanocytose? Ça aussi, c'est une étape. Quand on se rend compte que cette étape-là, elle est assimilée, à ce moment-là, on vous accompagne. C'est avant la conception que nous, hématologues et gynécologues, intervenons pour les femmes enceintes drépanocytaires. C'est avant la conception. On vous accompagne. Et si maintenant il se pose ce problème de sexualité-là, ben, on fait appel au sexologue pour dire qu'il faut trouver une solution. C'est un couple, il veut avoir des enfants. Il faut les éduquer sexuellement. Le rapport sexuel est un moment de plaisir. C'est pas un combat, c'est pas un ring, c'est pas un marathon. C'est un moment de plaisir partagé. Voilà. En fait, moi, je voulais souligner quelque chose sur la qualité du rapport sexuel dépend également du suivi. Parce que pour qu'on devienne adulte, on est un enfant. Parce que tout à l'heure, quand on a fait le déroulé des complications, on a parlé du priapisme. Ok, en temps normal, tout homme au réveil a une éjaculation, a une érection, excusez-moi, a une érection, mais cette érection-là, généralement, ne dure pas pendant longtemps. Mais vous avez un enfant qui est en érection, qui dure plus de 30 minutes, plus d'1 heure. Vos parents, ça ne vous inquiète pas. Ou encore, étant adolescent, comme on ne parle pas de la sexualité à la maison, il se sent un peu gêné, il cache. Il a caché 1 fois, il a caché 2 fois, il a caché 3 fois parce que lui-même, il sait comment ça se passe avec son corps. Et bon, lorsque vous constatez que ça perdure un peu, ou encore lorsqu'il arrive en consultation, le médecin nous pose la question, as-tu déjà eu une érection prolongée? L'enfant dit oui. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a cette érection qui est prolongée, il y a des choses également, on va dire des corps caverneux également qui souffrent. Ok? Mais à long terme, il y aura des difficultés. Pour dire que la prise en charge de la drépanocytose ne s'arrête pas seulement au pédiatre, à l'hématologue, c'est pluridisciplinaire. En fonction de ce qui arrive à l'enfant, tel spécialiste va intervenir. Ça veut dire que ce patient, cet adolescent-là qui a déjà eu un problème, à long terme, on sait que le sexologue va intervenir pour éviter que ce dernier prenne des aphrodisiaques pour être performant, en fait. Parce qu'il faut d'abord avoir, comme on a dit tout à l'heure, avoir connaissance de sa maladie, connaissance de ses complications. C'est à partir de là qu'on peut se lancer à faire certaines choses. Parce que si on dit que je suis pas performant, c'est parce qu'on veut, oui, c'est la frustration et c'est l'atteinte de la personnalité. Mais lorsque la personne ou encore l'adolescent sait que j'ai déjà eu un souci, j'ai déjà été vu par un neurologue, voici tel acte chirurgical, donc voici tel geste qui a été fait sur mon corps, et l'urologue dira, connaissant qu'il va grandir,
j'ai besoin du sexologue à mes côtés. Bon, à un certain âge, le sexologue dit, ben, voici, quand tu te trouveras moins performant, voici comment tu dois faire. Parce que cette érection qui a duré pendant longtemps, ou encore cette personne qui prend du temps, parce que, bon, ou encore, comme on a dit, 5 minutes, lui se dit, bon, 5 minutes pour moi c'est précoce, ou encore parce qu'on en discute entre hommes, on dit, ben donc, tu es trop faible en fait, tu veux pas faire ça, il faut durer pendant longtemps. Et les autres ne te disent pas pour durer pendant longtemps qu'est-ce qu'ils font. Ok? Et toi, deux fois pour la pratique, parce que tu sais que tu as des antécédents, pour être plus performant, tu es obligé de prendre un médicament, mais c'est là ce qui est déconseillé en fait. Ok? Donc, d'où l'importance à un certain âge, associé en fonction des complications, un sexologue pour la meilleure prise en charge. Surtout le docteur, on vient de le dire, informer son partenaire également. Comment suivre Voilà. la drépanocytaire, parce que si la personne n'est pas informée, c'est quand même compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Mabomi, est-ce que la drépanocytose peut impacter sur le rendement scolaire d'un enfant? Oui, je vais dire oui. Le rendement scolaire, oui, les multiples hospitalisations, surtout ça. Qui feront en sorte que l'enfant s'absente. Ok. Dès que l'enfant s'absente, ça veut dire que l'enfant n'a pas eu le temps d'assimiler ce que les autres ont eu à faire. Je prends l'exemple. Dans un trimestre, nous avons 3 mois. Je suis partie à l'école que pour 1 mois. Les 2 autres mois, j'étais à la maison parce qu'il y avait une complication qui a nécessité une hospitalisation, parce que au cours d'une hospitalisation on ne prévoit pas, de 5 jours, peut naître une complication qui fera à ce que l'enfant dure en hospitalisation pour 1 mois. Dites-moi un peu, si c'est un enfant qui doit apprendre 1 + 1 = 2, je suis sûr qu'il n'a pas assimilé 1 + 1 = 2, il ne pourra pas reproduire cela, pas parce qu'il est bête, non. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'assimiler comme les autres, d'où l'impact sur le rendement scolaire, parce qu'aucun enfant n'est bête. Et c'est important d'insister là-dessus. L'importance de la prévention. On reviendra toujours, on avance d'1 pas, on recule de 10 pour dire que la prévention est importante pour qu'on avance de 1000. Donc, ça veut dire que le bon rendement scolaire dépendra également du suivi de l'enfant. Parce qu'on ne va pas parler du rendement scolaire d'un enfant normal et d'un enfant drépanocytaire. Oui. Parce qu'en temps normal, on va évaluer le quotient intellectuel de cet enfant, oui. Mais un enfant qui vit avec la drépanocytose, il y aura un impact sur son rendement scolaire, comme je vous l'ai expliqué, du fait peut-être des multiples complications, des multiples hospitalisations qui vont faire à ce que l'enfant s'absente. Et après, on en rencontre souvent. Il a 6 ans, il est au CP, ok? Parce que les autres sont déjà au C1 par exemple, il est encore au P3. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avancer correctement. Il y a eu une hospitalisation qui a fait ce qu'il reste à la maison. Ok? Après une complication, il a fait un AVC maintenant qu'il récupère. Ok? D'où, vous n'allez pas dire que cet enfant est bête, mais la maladie a fait ce qu'il ait un impact sur son rendement scolaire. Et surtout aussi, je voulais ajouter, nous insistons là-dessus, la stigmatisation. On a des enfants qui nous ont dit clairement, ils ont arrêté l'école, parce que l'enseignant disait « L'ongolanga drépano ». Parce que les collègues se moquaient de lui. Parce qu'il avait les yeux jaunes, parce qu'il avait la sphénomégalie, donc il avait le gros ventre. Voilà. Donc, le milieu scolaire, c'est un milieu... Les enfants peuvent être méchants. En fait, c'est pas de la méchanceté, c'était comme... Mais c'est voilà, l'enfant, il est taquin, l'enfant, il dit ce qu'il voit. Il voit un collègue qui a des yeux jaunes, il dit, tu as les yeux jaunes, Simpson. Et tout le reste de la classe se dit, Simpson. Si tu n'as pas une maîtresse qui a une maturité pour faire, ah non, cet enfant, c'est vrai, il y a un problème. Je me rapproche de la famille. Généralement, nous, on conseille aux parents de dire aux enseignants immédiats, aux directeurs des études, notre enfant est drépanocytaire, afin que les enseignants puissent pouvoir gérer ce genre de situation. Mais si tu n'as pas cette maîtresse-là, qui a cette maturité de se dire, mais en fait, il y a un problème. Cet enfant, il est tout le temps absent. Généralement, il a des yeux jaunes, après il disparaît, il est malade, il est un peu bizarre. La maîtresse aussi prend Simpson. Au tableau. Simpson. L'enfant n'a pas le cardio, l'enfant n'a pas le moral. L'enfant ne prend plus plaisir à aller à l'école. L'enfant expressement ne fait pas ses examens. L'enfant expressement veut échouer parce qu'il ne veut plus être dans cette école. Donc, il y a
les hospitalisations répétées qui sont une grande cause de retard scolaire, mais il y a aussi la stigmatisation en milieu scolaire. Et ça, c'est important d'en parler. Et là, nous prenons le cas des enfants, mais j'y reviens encore, même dans des entreprises. Nous faisons face à des patients qui viennent vers nous. Bilan annuel d'entreprise, le médecin d'entreprise constate une anémie, il envoie chez moi l'hématologue, c'est un patient que je suis c'est un patient drépanocytaire, il n'y a pas de problème, mais le médecin d'entreprise est obligé de dire à l'entreprise, puisque lui, il est médecin d'entreprise là-bas. Et après, vous êtes étonné d'apprendre que le patient a été licencié. Mais pourquoi? Quand tu vois sa fiche de travail, quand tu vois, comment on appelle ça, sa fiche technique, donc ce qu'il doit faire, la drépanocytose n'a aucune contre-indication. Parce que nous, ce qu'on va interdire, c'est le port de charlot, par exemple. Mais si c'est quelqu'un qui a un bureau purement d'administration, en quoi le fait qu'il soit drépanocytaire va empêcher ceci, cela? Donc, nous avons déjà mené des combats comme ça que nous avons gagnés. La personne a été reconduite, mais c'est important. La stigmatisation en milieu scolaire, en milieu professionnel, peut être un retard. Après, on va dire que non, quand tu es drépanocytaire, tu peux pas être cadre. C'est parce que vous, la société, vous les stigmatisez. Quand vous apprenez que la personne est drépanocytaire, même si son CV collé à ce que vous désirez, dites, ah non. Par rapport à sa maladie. Voilà, on ne préfère pas. Donc, ce sont des mythes et c'est nous, la société, qui nourrissons ces mythes-là. Mais quel est le conseil à apporter chez nous, nous, les médecins qui travaillent dans les sociétés, lorsque nous sommes face à ce genre de cas? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'abord la part du respect du secret professionnel. Alors, nous avons, ce grand débat-là avec les médecins de société. Où commence le secret professionnel entre le médecin et l'employé, et où commence la part de la responsabilité d'entreprise de savoir quelle est la pathologie de son employé. Parce que l'entreprise aussi, qu'on le veuille pas, a une responsabilité. C'est pour ça que l'entreprise fait ses bilans annuels là. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui, je prends un exemple simple, envoie par exemple des agents en mer, va envoyer un agent qui par exemple a une thrombopénie sévère, c'est-à-dire qu'il a des plaquettes basses en mer. S'il arrive quelque chose, c'est l'entreprise qui est responsable. Donc, le médecin d'entreprise, là, dans ce cas-là, est obligé d'informer l'entreprise pour dire que non, au fait, ce monsieur ne peut pas aller en mer, tout simplement parce qu'il a une thrombopénie, il n'a pas le droit. D'accord? Mais il y a des pathologies qui ne nécessitent pas que l'entreprise soit au courant, parce que ces pathologies n'impactera jamais pas sur la qualité du travail, et n'engendrera pas des risques pour l'entreprise. Donc, pour moi, les médecins d'entreprise doivent savoir faire la part des choses. Il y a des pathologies qui seront donc à déclaration obligatoire pour les entreprises. Quelqu'un qui a une tuberculose, on va pas cacher sous prétexte de secret médical, alors qu'il va aller dormir, par exemple, dans un site où ils sont confinés avec les autres. Mais quelqu'un qui est drépanocytaire, par exemple, où sera l'intérêt de dire aux autres qu'il est drépanocytaire? Quelqu'un qui est asthmatique, moi je dirais oui, parce qu'en cas de crise, il faut qu'il y ait au moins un collègue qui sache qu'il a sa ventoline, quelque part. Quelqu'un qui est épileptique, oui. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le cas par cas. C'est au médecin d'entreprise, vraiment, en fonction de la fiche technique du patient, qui dira que bon, par rapport à ce travail, je suis désolé, je suis obligé de dire à la direction et à la direction de voir s'ils vont prendre le risque, ou par rapport à ce travail, ça n'implique rien. Par exemple, tu es drépanocytaire, on t'appelle pour venir changer une ampoule, tu es consultant dans notre entreprise, faites que tu sois drépanocytaire, voilà, ne change rien dans ton contrat de prestation. Donc là, vraiment, nous référons plus vers nos collègues qui sont médecins d'entreprise, à eux de jouer, de faire la part des choses. Mais nous attirons aussi l'attention de certaines entreprises, par exemple, qui n'ont pas, eux, des médecins d'entreprise, mais qui font faire des bilans systématiques aux patients. Et ces bilans systématiques sont apparemment lus par les administrations. Non, par les administrations. Donc, c'est le directeur des ressources humaines, c'est le chef de personnel. Et nous aussi, il y a eu des cas comme ça, on nous a interpellés. Les patients sont venus nous dire, mais nous, chez nous, on n'a pas de médecin d'entreprise. À qui vous allez remettre ces résultats? Mais nous, quand c'est comme ça, on bloque les résultats. On dit, non, il faut nous identifier un médecin d'entreprise. Donc, aux sociétés, de savoir aussi que, même si c'est dans le cadre de leur prévention ou autre, de leur protection,
On n'a pas le droit de lancer des bilans systématiques sans avoir un médecin d'entreprise. Quand on n'a pas de médecin d'entreprise, on ne fait pas de contrôle annuel. On exige tout simplement des certificats médicaux des patients. Et même dans ces certificats médicaux-là, on ne met jamais les pathologies. On dit juste que le patient a telle pathologie qui empêche de faire ça, ou le patient n'a aucune pathologie qui empêche. Donc, c'est un conseil qu'on donne aussi à certaines entreprises de la place. On ne va pas les nommer, mais qui se permettent comme ça de faire des bilans annuels. C'est connu, on les connaît, de faire des bilans annuels à leurs employés sans pourtant avoir des médecins d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, cher docteur, si vous avez une demande à faire aux autorités concernant la prise en charge de la drépanocytose, que demanderiez-vous? Docteur Aboumi. Premièrement, s'il y a une demande, je reste dans le monde de la pédiatrie, c'est qu'on doit d'abord apprendre à mettre à la disposition des médecins ou encore des centres, ok? Le différent test, d'abord, il faut savoir qu'on a dit tout à l'heure que le test de Guthrie était important, ok? Donc, ça veut dire commencer par ça, mettre le test de Guthrie, ok, sur le plateau, permettre à ce que les laboratoires puissent faire le test ou encore des personnes habilitées pour le faire. Ça, c'est en période néonatale. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, pour obtenir l'électrophorèse, on fait plus recours au privé que dans le public. Donc, ça revient à dire que même dans les centres, dans les différents laboratoires, dans le public, il faudrait qu'il y ait des tests avec des réactifs, pas seulement le matériel, mais les réactifs y compris, pour pouvoir diagnostiquer et encourager également ces personnes qui organisent, par exemple, ce genre d'émission pour en parler généralement de la drépanocytose, parce que on ne va pas seulement parler de la drépanocytose dans les centres, mais il faudrait également qu'on sorte dans les médias. Mais pour sortir dans les médias, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a un peu de ressources pour le faire. Mais si la personne n'en a pas, ça sera difficile de pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que soutenir également ce genre de personnes qui peut-être se cachent quelque part, mais lui donner ce qu'il faut pour permettre à ce que les émissions soient diffusées ou encore pour multiplier les émissions, pour vulgariser et pouvoir réduire un peu ce taux-là. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne veux pas m'adresser aux autorités, je veux plutôt m'adresser à toute la communauté ou à toute la population. Tout à l'heure, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que je suis coordonnatrice d'une campagne qu'on appelle la drépanocytose parlons-en. Et cette année, nous avons lancé donc la 4e édition. Je vais vous donner une anecdote que nous avons vécue lors de la 2e édition. Donc, notre campagne consiste à sensibiliser la population et à former le personnel de santé sur la question de la drépanocytose. Et lors de la 2e édition, dans une entreprise de la place, donc nous avons fait une sensibilisation. Environ 3 mois plus tard, l'une des personnes donc, qui avait bénéficié de la sensibilisation, un agent de cette société, au fait, pendant qu'on sensibilisait, il avait reconnu tous les signes de la drépanocytose que nous avions cités, au fait, chez son neveu, donc le fils à son frère. Et donc, pendant les 3 mois-là, il s'est arrangé à vraiment, c'était un dur labeur de dire à son frère, moi, je suis sûr que ton fils, il a la drépanocytose, parce que tout ce que le docteur a dit ce jour-là, c'est ce que a ton fils. Donc, 3 mois plus tard, finalement, il réussit à m'emmener son frère en consultation. On fait le diagnostic. Effectivement, l'enfant est drépanocytaire. On commence le suivi. Une année plus tard, donc on a commencé le suivi du neveu. C'est ce même monsieur, que moi, je me souvenais même plus de lui, qui revient finalement avec son épouse et son bébé de 7 mois. Parce qu'il s'était souvenu qu'il y a 2 ans, j'avais dit que la drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire. Donc, sachant que son frère avait un enfant drépanocytaire, il s'est dit, il se peut que moi aussi, j'ai la tare. Et donc, systématiquement, il a fait faire l'électrophorèse à sa femme et à lui-même, ils étaient partiels. Et ils m'ont donc ramené l'enfant qui avait 6 ou 7 mois. Et lorsque j'ai testé l'enfant, l'enfant était également drépanocytaire. C'est pour montrer l'impact de la sensibilisation et pour dire à la population, lorsqu'il s'agit des questions de santé, lorsqu'il s'agit des questions surtout de sensibilisation, peu de gens s'y impliquent. Lorsque nous disons, nous allons faire une caravane de santé où nous allons soigner gratuitement les gens, je vous assure que beaucoup de gens peuvent s'impliquer. Mais lorsque nous disons que nous allons sensibiliser
sur une maladie que eux, pour eux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas l'intérêt. Je suis à ma 4e édition, nous sommes très peu accompagnés. Et parlons des médias, les médias ne nous accompagnent pas du tout. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire des demandes? Les demandes sont faites. Certains par politesse vont vous dire, ça ne rentre pas dans notre cadre. Certains même ne répondent même pas. Et nous sommes parfois étonnés de voir des sponsors à qui on écrit pour des questions de santé aussi importantes, qui vous disent que ça ne rentre pas dans leur calendrier, dans leur calendrier. 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous voyez, ils sont sponsors officiels d'une activité où les gens s'asseyent juste pour boire et danser. Moi, je suis pas contre. Il faut lier l'utile à l'agréable. Hein. Nous ne sommes pas contre. Mais à un moment donné, entre sensibiliser la population sur une question aussi importante que la drépanocytose et sponsoriser comment on appelle ça? Un concert ou bien... Non, même pas une marche. C'est même pas des marches. Des trucs où juste les gens s'asseyent pour boire. Parfois, on s'arrache les cheveux de la tête. Donc moi, aujourd'hui, mon ras-le-bol ou mon coup d'alarme, c'est ça. Il faut accompagner des questions de santé. Toutes les maladies de santé qui tuent ne sont pas toutes simplement celles qu'on voit. Tous les combats de santé ne sont pas tout simplement ceux où on doit mettre des chapiteaux, prendre du paracétamol, donner à la population pour dire que c'est un impact important. La drépanocytose existe. On l'a dit, c'est la première maladie génétique au monde. Et à chaque fois qu'on fait les campagnes, notre taux de consultation dans les 3 mois qui suivent la campagne augmente de 200%. C'est-à-dire qu'on arrive, et je ne me trompe pas si c'est la 2e ou la 3e édition, on avait fait des dépistages gratuits. Notre taux de positivité était de 87%. C'est-à-dire que les gens qui étaient venus eux-mêmes volontairement, juste parce qu'ils avaient un des signes qu'on les avait décrits, se faire dépister, étaient drépanocytaires total. Donc le drépanocytaire peut être ton futur neveu, ta future nièce, ta future épouse. Je l'ai dit, il y a des drépanocytaires qui cachent leur statut. Donc c'est pas parce que tu es assis dans un bureau que tu te dis, oh, moi dans ma famille, c'est ce qui est souvent dit, il n'y a pas de drépanocytaires, qu'à ta 2e, 3e génération, il n'y en aura pas. Donc moi, aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux autorités, je m'adresse aux autres personnes qui peuvent agir. On les voit agir, on les voit être sponsors pour des événements. Mais pensez un peu plus aux événements de santé. Moi, je rigolais tout à l'heure, on nous a mis une bouteille d'eau, j'ai posé la question, si l'eau était sponsor. Une émission comme telle qui n'a pas de sponsor, pour moi, c'est un scandale. Docteur, dis-moi tout, informer, éduquer et sensibiliser n'a pas de sponsor. Et vous avez des émissions de musique qui ont 5, 6 sponsors. Donc, c'est un cri de gueule pour nous, c'est un cri d'alarme. Après, très souvent, on vient nous dire, oui, les médicaments ne sont pas gratuits, oui, mais je l'ai dit, la drépanocytose pour soigner, c'est d'abord la prévention. Donc, pourquoi voulez-vous que nous, on se batte pour la gratuité des médicaments, alors que notre premier rôle d'abord, c'est de se battre pour qu'il n'y ait plus de naissance de drépanocytaires. Vous voulez qu'on puisse guérir, alors que nous, on peut prévenir. Et la prévention passe par la sensibilisation. Et on ne peut pas sensibiliser sans les médias. Et c'est dommage que les médias ne nous accompagnent pas. On ne peut pas sensibiliser sans des sponsors. Et c'est dommage que les sponsors ne nous accompagnent pas. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire. Merci beaucoup. Docteur Ndoto, vous êtes coordonnatrice de la campagne Drépanocytose Parlons-en. Vous avez essayé de nous parler de votre campagne un peu plus haut. Un peu plus haut. Vous pouvez nous donner quand même le programme du campagne qui est en cours, ce que vous comptez organiser, comment ça va se dérouler, quelle date, les horaires et puis le lieu. D'accord. Alors, cette année, la campagne est à sa 4e édition. Nous sommes déjà à la 4e édition. Et le but de cette campagne est d'abord, avant tout, de sensibiliser la population sur les questions de la drépanocytose et surtout de former le personnel de santé sur la question de la drépanocytose. Parce que, au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte dans notre pratique que même le personnel de santé avait des fausses visions, des fausses définitions sur la question de la drépanocytose. Nous avons travaillé une première année avec les enfants, les pédiatres. L'année passée, c'était donc le couple mère-enfant. Nous avons travaillé avec les gynécologues sur la formation des sages-femmes. Et cette année, nous avons décidé de toucher
plus la population en général à travers les médias. Parce qu'il faudrait savoir que dans les 3 dernières éditions, nous n'avons pas été vraiment sur les médias, parce qu'on l'a dit plus haut, les médias ne nous accompagnent pas. C'est un coût financier que nous n'avons pas. Et même cette année, nous n'avons toujours pas et nous espérons que cette année, les médias vont nous accompagner. Donc, nous avons décidé de toujours rester sur la sensibilisation, élargir la période de la sensibilisation parce que généralement, on n'avait que 2 semaines de sensibilisation et on se rendrait compte que c'était court. Cette fois-ci, la sensibilisation va commencer du 1er au 30 juin 2025 et la campagne médiatique va donc se passer sur toute cette période. Donc, le thème de cette année, c'est Drépanocytose, parlons-en, le Web Tour. Donc, il y aura des émissions télévisées, il y aura des plateaux télévisés, il y aura des lives en direct sur nos différentes plateformes. Donc, que ce soit les pages Internet ou TikTok, c'est toujours la drépanocytose, parlons-en. Les plateaux télévisés seront ouverts au public. Donc, à partir du 15, sinon pas le 17 mai, vous allez avoir les programmes qui vont passer pour savoir les jours de tournage et tout. Donc, tous ceux qui sont désireux de poser des questions peuvent venir. Ça sera ouvert au public. Donc, voilà un peu la durée. Il n'y aura pas de... Si c'est juste la communication, il n'y aura pas une partie des consultations, de prise en charge, non? Non, cette année, c'est juste la communication. Cette année, nous allons donc rester vraiment sur la communication, la formation du personnel, toujours. Nous allons mis un accent plus particulier avec l'éducation thérapeutique. Nous aurons plusieurs sessions d'éducation thérapeutique avec les patients, les parents de drépanocytaires et les patients eux-mêmes. Mais cette année, il n'y aura pas de consultation gratuite ou de dépistage. Parce qu'on l'a dit, on veut un peu changer le regard du monde. Dès qu'on parle de consultation gratuite, il y a du monde. Mais quand on parle de sensibilisation, d'éducation, il n'y a plus personne. Donc, on veut rester sur la sensibilisation et on espère que cette année, on sera un peu plus accompagné que les années précédentes. D'accord. Merci beaucoup, Dr Anzoto. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, on a eu l'honneur de recevoir sur ce plateau le Dr Anzoto Ibata, qui est hématologue et coordonnatrice de la campagne Drépanocytose, parlons-en, et le Dr Laren Baboumi, épouse Loufatemo, qui est résidente en pédiatrie. Ensemble, nous avons décortiqué toutes les questions que vous avez envoyées et j'ose croire que les réponses qui ont été apportées vont servir chacun de vous afin de mieux prendre en charge vos proches qui souffrent de la drépanocytose au quotidien. Et surtout, soyez un relais d'information dans la prévention, dans la sensibilisation et dans l'éducation. Vous avez compris que c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci au couple Njimbi, particulièrement au docteur Nogaël Njimbi Angania. Et surtout, on se retrouve à un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.